Quand on pense à l'idée de nostalgie, la plupart du temps, on pense à un bonbon, un plaisir, quelque chose qui nous rappelle tout simplement des souvenirs. Les souvenirs d'une œuvre de cinéma qui ne cherchait pas forcément à être excellente ou parfaite, mais surtout qui cherchait en premier lieu à être entraînante, divertissante, amusante, à être ce que l'on peut clairement appeler un plaisir, en aucun cas coupable, simplement un plaisir, un moment d'émotion et de sensation dans lequel on décide de pleinement et totalement se plonger pour mieux apprécier l'expérience qu'un auteur a décidé de créer et de développer. Ainsi se pose ce que l'on peut appeler une nostalgie évidente, un fragment de pur souvenir intime et personnel qui donne lieu à une œuvre qui parvient à traverser le temps, à ne pas simplement être sympathique, mais à toucher un peu plus que cela chez le spectateur, pour donner lieu à un moment de cinéma qui ne ressemble pas aux autres, qui sonne comme unique et comme intime, et qui rappelle que ce qui fait la force et la forme d'une œuvre de 7e art, c'est ce qu'un spectateur décide d'en faire et décide d'en garder au fil du temps et de sa vie. Et là, dans le genre souvenir nostalgique, je pense que je vais toucher pas mal de monde. Car même si vous ne l'avez jamais vu, même si vous ne l'avez jamais découvert, même si vous n'avez jamais eu un ami qui a un jour essayé de lever le pied plus haut que la tête d'un adversaire, vous connaissez forcément une image, une musique, un acteur ou une réplique de cet objet de cinéma unique et représentatif des années 80. Une trilogie, devenue une saga, devenue une légende, devenue une icône de cette période faste en termes de culture pop et de figures fortes du 7e art, développée par deux auteurs qui avaient déjà montré par le passé leur talent pour mettre en forme des récits cultes qui marqueraient les esprits des spectateurs. John J. Avildsen, réalisateur de Rocky entre autres, et Robert Mark Kamen, scénariste derrière Le Transporteur ou Taken, ont livré avec Karate Kid un fragment de cinéma légendaire qui encore aujourd'hui passionne les foules, n'a cessé de se construire une aura forte avec le temps et n'a cessé de faire jubiler toute une génération de gamins et de futurs amateurs de cinéma, faisant de Daniel LaRusso une véritable figure iconique de la culture populaire américaine moderne jusqu'à aujourd'hui. Mais avant cela, remontons dans les années 80. En 1984, plus précisément, au moment où pour Avildsen Rocky semblait un peu loin et où Kamen n'était qu'un petit auteur pas forcément reconnu. Les deux décidant de faire équipe et de composer l'histoire sur le papier classique d'un jeune garçon, plutôt sûr de lui mais malmené par la virilité obligée d'un groupe de mal-alpha burné et complètement con, auquel il décidera de donner une leçon avec le concierge de son immeuble à Los Angeles qui s'avère être un grand maître du karaté, le vrai, le pur, le noble. Karate Kid, le moment de vérité, est un objet de cinéma culte, dans ce qu'il peut avoir de plus splendide, de plus noble, de plus classique et de plus convenu, mais surtout de plus maîtrisé par ces deux auteurs, parvenant à sonner certes comme un moment de cinéma très archétypal et très simple sur de nombreux points de composition, mais qui possède cette juste et noble maîtrise qui donne lieu à une œuvre émotionnellement impactante, divertissante et amusante, notamment par le charisme évident de Ralph Macchio, jeune star en herbe totale à l'écran, prouvant que ce qui fait la force d'un film, au-delà de l'innovation, c'est parfois simplement de comprendre comment impacter pleinement le spectateur pour livrer ce qui sonne comme un film divertissant, tout simplement culte. C'est franchement cool et terriblement fun à regarder. Puis, 2 ans plus tard, en 1986, la même équipe décide de reprendre la mythologie de Daniel LaRusso exactement à l'endroit où les auteurs l'avaient laissé, donnant alors au grand public l'idée précise de ce qu'ils avaient en tête, Avildsen et Kamen ne cachant plus leur envie de développer bien plus qu'un simple film de divertissement, mais cherchant à mettre en forme une véritable trilogie autour du personnage de LaRusso et de Maître Miyagi. Karate Kid 2 est une vraie surprise lorsque l'on connaît un peu le premier, mais que l'on découvre la saga, comme c'est le cas pour moi, en remontant les épisodes un par un. Car dans le genre, je fais partie de ceux qui trouvent cette suite meilleure que le premier métrage, offrant un développement des protagonistes bien plus fourni, une ambiance bien plus prenante, un ensemble de personnages plus attachants et moins archétypaux, le tout permettant non seulement à l'émotion de prendre plus de place, mais également au climax de sonner comme encore plus impactant et marquant, avec comme cerise sur le gâteau, l'opportunité de mettre en avant la performance touchante et puissante de Pat Morita, le mythique interprète de Miyagi, qui est ici tout simplement solaire du début à la fin du métrage. Bien plus que d'être bon, cette suite est une vraie et très bonne surprise. Et après une pause de 3 ans, Kamen et Avildsen décident d'offrir un dernier voyage à LaRusso, le temps d'un dernier volet se voulant comme une conclusion épique, celle d'un retour aux sources et d'un dernier combat nécessaire pour notre héros, prenant la forme d'un duel au sommet contre un champion encore plus terrible que Lawrence dans le premier et encore plus irrespectueux des règles, mettant à mal l'enseignement de Miyagi. Karate Kid 3 est clairement le chat noir de la saga. Car si le premier métrage a su se poser comme un incontournable des années 80 et le deuxième volet comme une vraie surprise pour les amateurs de la série, le troisième volet se pose comme un faux pas assez triste, qui ne permet pas au personnage de prendre la place nécessaire pour nous impacter, et qui,
la faute à des acteurs secondaires parfois grossiers et caricaturaux ne réussit pas à décoller dans la meilleure direction, Kamen optant pour un jeu de révélation avec le spectateur qui ne fonctionne pas, et Avildsen offrant une mise en scène trop proche du premier film pour réellement surprendre le spectateur, ce qui a le don de rendre l'œuvre presque frustrante. Un faux pas qui donnera du coup lieu à une conclusion de trilogie très bancale. Ainsi se pose la base de cette saga. 3 films, tous dirigés par la même équipe, avec un seul objectif, développer une narration cohérente et impactante autour de l'évolution d'un jeune homme aux portes de la vie d'adulte, confronté à la violence du monde, symbolisée par une américanisation d'un art martial incompris par certains, qu'un grand maître va savoir inculquer de la bonne manière à cet élève pas comme les autres. John J. Avildsen maîtrise ces 3 films comme s'il avait une idée claire dans la tête, révélant cela à la perfection par les traits soignés et maîtrisés des 2 premiers films, sonnant comme de véritables coups de poing magnifiquement dominés par le réalisateur américain, mais dont on sent que le 3e métrage, plus caricatural et maladroit dans la structure, ne donne pas lieu à l'ensemble que l'on aurait pu imaginer de la part de l'auteur, créant un léger déséquilibre sur ce tout, qui n'en reste pas moins la démonstration de force d'un cinéaste, cherchant tout aussi bien à parfaitement construire son hommage à une époque et une logique cinématographique, qu'à juste nous emporter dans un moment de divertissement sonnant comme cool, juste et prenant. C'est cela la recette de cette réussite, même si c'est seulement à 66%. Dans le premier film, Avildsen fait en sorte que l'on se passionne pour ce jeune héros, que ce soit par la forme du récit, par la justesse de son côté manichéen et classique, ou que ce soit aussi par la direction de ses acteurs, qui donne un cachet et une identité folle à ce moment de cinéma qui, dans son climax, offre une puissance qui n'égale peut-être pas Rocky, mais le touche du bout du doigt. En optant pour une aventure radicalement différente dans le 2e volet, Avildsen réussit à surprendre le spectateur et à donner lieu à un moment de cinéma qui, au-delà de simplement marcher, surprend réellement, offrant un instant de tension et d'émotion qui, à mes yeux, fonctionne encore mieux que sur le premier volet, et cela est un véritable tour de force auquel je ne m'attendais pas. Et puis malheureusement, Avildsen se plante un peu dans ce 3e et dernier volet de cette trilogie, offrant un film beaucoup trop convenu dans sa forme comme dans son fond, jouant la carte de trop en révéler au spectateur, et ainsi faisant de cette proposition intéressante un voyage émotionnel pas assez impactant pour réussir à pleinement nous emporter et nous passionner pour cette conclusion. Mais la saga ne s'est pas pour autant arrêtée là. Car dans les années 90, les producteurs de la série ont eu une idée, disons assez étrange sur le papier, celle de redonner vie à la saga, de donner un second souffle au personnage de Miyagi et même de reconcevoir la trame narrative du premier en se mettant du point de vue d'une jeune femme, tout en gardant à l'esprit l'essence même de la série et l'essence même de ce que l'univers devait véhiculer. Ainsi, Miss Karate Kid de Christopher Kane s'avère être un sacré mauvais coup de poker de la part de la franchise, puisqu'au-delà de simplement sonner comme un film assez mauvais, le métrage est surtout à côté de la plaque dans la construction et la conception de la narration, notamment dans la manière de construire le parcours de Julie, l'héroïne, mais encore plus dans la manière de développer Miyagi au cœur d'une narration plus féminine, mais qui sonne comme caricaturale, et comme jamais dans la compréhension de l'univers, et encore moins des différents protagonistes qui la peuplent, donnant lieu à un tout par moments amusant, par moments un peu divertissant, il faut le reconnaître, mais surtout beaucoup trop convenu et simple pour réussir à pleinement nous emporter du début à la fin. C'est un divertissement lourd, pas subtil, et même, il faut le reconnaître par moments, assez maladroit. Et puis, quasiment 15 ans plus tard, au cœur du début des années 2010, une idée étrange saute à la tête de la Columbia, qui décide de donner un reboot à la franchise sous la forme d'une coproduction américaine et chinoise, cherchant à remonter à l'essence même de la série, en offrant par là même un retour aux sources à ce qui avait fait la forme et la force du premier métrage, avec une aventure plus enfantine, mais tout de même aussi touchante. Karate Kid, version 2010 par Harald Zwart, est un amusant et surprenant divertissement qui parvient à joliment mélanger le style d'une époque et la maîtrise des arts martiaux d'une autre, le temps d'une aventure sonnant comme très nostalgique du début des années 2000, parvenant à rendre assez bien hommage aux films originaux d'Avildsen, tout en construisant une narration qui comprend assez bien le contexte dans lequel il emmène le film, mais après c'est la même histoire. La même logique dramatique, avec un côté un peu trop enfantin par moment, mais la sensation d'une meilleure maîtrise de l'action et des chorégraphies, même si par moment du coup cela sonne comme trop millimétré et pas assez libre pour réellement nous surprendre. Notons que Jaden Smith est bien, mais sans plus, que Jackie Chan vole littéralement la vedette à chaque scène où il est là, ce qui a le don d'être salué quand même. C'est bien, mais il n'y a pas grand chose de plus, ce qui est un petit peu dommage en soi. Bon là, on a 2 films plus simples à analyser, dans le sens où ils n'ont jamais cherché à dépasser l'original, mais ont tout de même chacun à leur niveau cherché à rendre hommage, voire même un peu à copier le premier film d'Avildsen, quitte à sonner comme des remakes assumés par les auteurs aux commandes ou comme des sortes de suites faisant comme l'original avec finalement peu de créativité. Christopher Kane a voulu adapter l'histoire avec une jeune fille dans le rôle titre, mais se plante assez maladroitement et génialement même par certains points en optant pour une version très caricaturale du personnage de Miyagi accompagné d'un casting secondaire fait de gueule mais jamais pleinement exploité. Et Harald Zwart de son côté opte pour le remake assumé en livrant une version adaptée à un contexte chinois et moderne de l'histoire, le temps d'un film beaucoup plus simple mais
qui sonne tout de même comme divertissant et prenant de tout son long, sans avoir pour autant, hormis dans son climax, de vrais moments de surprise pour le spectateur. Tous deux offrant une structure qui sur le papier aurait clairement dû marcher. En optant pour une lecture simple, mais trop excessive dans ses effets, Kane fait de cette Miss Karate Kid une caricature de l'esprit même de la série, offrant une idée intéressante, mais exécutée avec les pires intentions du monde, donnant lieu à quelques scènes qui marchent et qui font leur petit effet, il faut le reconnaître, mais à un tout qui a plus la forme d'une grossière parodie pas du tout assumée qu'un véritable et touchant hommage au premier métrage d'Avildsen. Svart, de son côté, avec la modernité et une certaine passion pour les arts martiaux, arrive à pleinement assumer cette direction de remake, et offre une lecture certes plus linéaire du mythe, en ne cherchant pas forcément trop à le moderniser, mais apportant tout de même son petit lot de scènes marquantes et impactantes, avec notamment cette conclusion épique et très efficace, qui donne une certaine puissance à l'ensemble, mais ne rattrape pas la sensation enfantine qui donne parfois à certaines scènes des allures bizarres, voire maladroites. Et ainsi, 15 ans plus tard, la série revient à nouveau sur grand écran. Après avoir conquis YouTube et Netflix avec une série hommage à Lawrence qui a marqué les esprits, voici le retour de Daniel Larusso sur grand écran accompagné du personnage du reboot de Monsieur Han pour un nouveau film aux allures de mélange des genres et des époques qui semble aussi bien être une idée assez galvanisante sur le papier qu'un étrange et assez bancal instant de proposition cinématographique. Karate Kid Legends est une sorte de baroud d'honneur version plus sur le papier, soit un film s'offrant le luxe de ramener tout le monde, ou presque le temps d'une œuvre qui peut réussir à nous emporter dans un vrai et puissant torrent d'action, que finalement rebondir et maladroitement s'éclater comme un immense pétard mouillé. Car encore une fois, même si on peut attendre un peu de la part de cette proposition, il est surprenant de voir un nouveau volet à cette saga débarquer dans les salles du monde entier en 2025, là où la série Cobra Kai a elle-même malheureusement souffert des affres de la nostalgie au point de mourir en plein vol. Si cela semble être intriguant sur le papier, autant faut-il vraiment réussir à faire tenir cela sur la longueur d'une œuvre de cinéma. À voir si ce surprenant pari paye, ou si juste il se prend un dragon kick dans le visage.